Bonsoir Bernard Bourdin. Bonsoir Bertrand Redouvin. On va quand même se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Oui. Tu viens de publier un livre consacré au gallicanisme qui fait suite à un colloque auquel j'avais eu l'honneur d'assister au Saulchoir, consacré à cette question et où il y avait avec toi Catherine Maire, qui a publié des ouvrages majeurs sur le jansénisme et sur les relations entre l'Église et l'État sous l'Ancien Régime, Patrice Guénifet également, qui publie dans ce recueil une analyse du Concordat de 1801. Donc ce colloque a réuni beaucoup de savants, c'était très impressionnant, mais c'est une question qui est très largement ignorée dans l'opinion publique française, même cultivée. On ne sait pas trop ce que c'est que le gallicanisme, parce qu'on a en mémoire la célèbre alliance du trône et de l'autel. On s'en tient là et on pense que sous la monarchie, tout s'est passé très tranquillement entre le pape de Rome, l'Église de France et la monarchie capétienne. Tel n'est pas le cas. Il y a eu effectivement de très longs conflits entre la royauté et l'Église, et notamment l'Église, le pape, n'est-ce pas, et qui ont donné naissance justement à ce qu'on appelle le gallicanisme. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler de l'origine de ce conflit entre le souverain français et le pontife romain? Oui, bien sûr, c'est le point de départ de tout. Et au fond, c'est ce qui va... Comme c'est le point de départ de tout, c'est ce qui va marquer toute la suite, au fond, de l'histoire du gallicanisme. C'est tout le contraire de quelque chose d'harmonieux. Au fond, on pourrait dire ça comme ça. Bien sûr, c'est très schématique, mais forcément, puisque le gallicanisme, d'abord, qui est un mot qu'on n'utilise pas jusqu'au XIXe siècle, il faut comme le rappeler. C'est comme l'anglicanisme. C'est des mots, en fait, qui sont a posteriori. En fait, on en parle comme ça une fois que ça n'existe plus. Sauf pour l'anglicanisme. Mais le gallicanisme, c'est un mot du XIXe siècle, en fait. Donc, l'Ecclesia Gallicana, il faut parler latin, c'est-à-dire pour l'Église gallicane, qui est marquée par une idée assez simple, au fond, c'est la défense de ses libertés. C'est ça, au départ. C'est indissociable. Parler de l'Église gallicane, c'est parler des libertés de l'Église gallicane. Alors, liberté par rapport à qui ? Évidemment, par rapport au pape. Donc, forcément, ça sous-tend, dès le départ, un conflit entre la royauté et ce qu'on peut appeler déjà la papauté, à l'époque de Philippe le Bel, et puis aussi le Parlement de Paris en particulier, et le clergé. Donc ça veut dire que déjà, en te disant cela, je suis en train de dessiner en quelque sorte que le gallicanisme par ses trois visages, parce qu'en fait il est royal, parlementaire et ecclésiastique. Alors ensuite, ça évolue, mais c'est vrai que l'enjeu est politico-religieux, comme on dit banalement, ou ecclésiopolitique, c'est le roi face au pape. Et le roi à l'époque, c'est Philippe le Bel, et nous sommes à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, tout début. Même si je ne suis pas sûr qu'il faudrait interroger, bien sûr, un éminent spécialiste comme Yves Sassier, qui intervient d'ailleurs dans ce livre, si on parle déjà exactement d'église gallicane, c'est pas si sûr de liberté, que ce soit le moment fondateur, ça c'est certain, c'est là que ça commence. Philippe le Bel et Boniface VIII. Avant, non. On ne peut pas dire qu'il y ait cette idée-là. Alors, ça montre aussi qu'il y a dans la monarchie capétienne un État qui se structure. Fin XIIIe, début XIVe siècle, c'est chose qu'il y a déjà une structure étatique assez solide pour qu'elle puisse faire face à cette monarchie pontificale qui est un véritable État que les canonistes ont monté de toutes pièces par l'influence du droit romain qui est entré dans l'Église romaine depuis le XIe siècle, et avec un concept qu'il faut avoir tout de suite à l'esprit,
C'est la fameuse, en latin, plenitudo potestatis, donc la plénitude du pouvoir du pape. Les canonistes ne parleront jamais de souveraineté, mais en fait, c'est de souveraineté, c'est la plénitude du pouvoir qui n'est jugée. Alors, c'était déjà énoncé avant, depuis la réforme de Grégoire VII, la fameuse réforme grégorienne. Il est jugé par personne, mais il peut juger, donc c'est un pouvoir d'exception. Hein, c'est l'invention de la souveraineté, elle est ecclésiastique, elle se joue d'abord à Rome. C'est ça, alors, ce concept éminemment politique est d'abord un concept canonique. Et ça fascinait, je pense à le grand juriste qui est mort récemment, son nom me reviendra, mais qui a marqué un Assupio. Enfin, peu importe, mais son nom reviendra. Legendre. Legendre, voilà, c'est ça. Pierre Legendre. Pierre Legendre, un Assupio, c'est toute une école qui connaît ça par cœur, parce que ça les marque. Surtout quand ils sont des juristes, ou historiens du droit. Donc, il y a cet enjeu. Justement, le démarrage, il est très violent. C'est oui. Un conflit qui est physique. Oui. Puisque Philippe le Bel envoie une troupe dirigée par Guillaume de Nogaret chercher le pape. Oui. Et il y a violence physique. Il est giflé, je crois d'ailleurs, par de Nogaret. Assez violent, oui. Il meurt peu de temps après. Oui, absolument. On n'arrive pas, mais il s'agissait de l'enlever. Donc, un pouvoir royal se charge d'enlever le pape. Oui, ça c'est tout à fait. C'est l'attentat d'Anagni. C'est le fameux attentat d'Anagni. 1303, qui est le point de départ. C'est un point de départ violent. Oui. Ça, et on voit bien entre deux structures, au fond, étatiques et souveraines qui s'opposent. C'est un État, au fond, la papauté. Et forcément, il y a une concurrence entre les deux par rapport à l'Église qui est en France, ou l'Église de France. Alors, il y a des questions dessous là-dessous. Hein. En fait, c'était la revendication, c'est que Philippe le Bel voulait quand même avoir main mise sur les biens du clergé, alors qu'il fallait payer un impôt ecclésiastique à chaque nomination épiscopale. Ça sera le cas de l'Angleterre avec Henri VIII. Donc il y a un enjeu financier, l'affaire des Templiers n'est pas loin derrière aussi. Alors, même si c'est tout à fait autre chose, on a une royauté qui tient à être souveraine à tous égards, y compris sur ce plan. Forcément, il y a un enjeu comme ça. Donc ça met en scène, l'Église gallicane, quand même l'idée qu'il y a, au fond, à la plan, c'est le concept de souveraineté. On y est déjà, c'est cette question-là. Alors ensuite, ça se poursuit, mais la véritable, et c'est ça que je voulais dire, la véritable naissance, on peut dire, du gallicanisme, je pense quand même qu'elle apparaît, il faut attendre un siècle, c'est-à-dire au moment où, alors la question s'est universalisée à l'échelle de la chrétienté, c'est-à-dire que Boniface VIII, c'était un problème avec la France, mais le problème est en fait plus global. Hein. C'est lorsque, alors la papauté, d'abord en Avignon, ensuite, tous les papes sont français, donc on voit bien ce que ça veut dire, sous l'orbitre français. Et puis lorsque les papes reviennent à la fin du XIVe siècle à Rome, le problème c'est qu'on se retrouve avec trois papes, enfin c'est les papes et les antipapes. Donc crise de l'autorité pontificale, donc la plenitudo potestatis pontificale ne pèse plus très lourd en raison de sa division. Et pour cela, un concile va régler le problème, c'est le fameux concile de Constance 1414-1418, donc c'est le premier acte en 1414 qu'il faut régler, c'est l'élection d'un nouveau pape qui va d'ailleurs entrer, je crois qu'il y aura un troisième ou quatrième pape, en fait ça va pas les autres, il ne faut pas vouloir partir. Enfin, finalement, alors, ça met en place une théorie nouvelle, c'est la primauté de l'autorité du concile sur les papes, qui est totalement en contradiction avec la plenitudo potestatis, c'est une contradiction totale. D'ailleurs, on verra bien que ce qu'on va appeler le conciliarisme n'aura aucune postérité ensuite au plan théologique et ecclésiologique dans l'Église. Ce sera très vite au XVe siècle, les papes vont reprendre en main les affaires. Mais ça va quand même profondément marquer, même au moment du Concile de Trente, par au XVIe siècle, la peur de convoquer un concile restera quelque chose de problématique. Alors ça, c'est interne à l'Église, mais en chrétienté, c'est jamais purement interne. Ce qui est interne est aussi externe. Ça pose une question aussi politique. Et parallèlement, va se structurer l'idée
qui est conforme au conciliarisme, c'est la représentation universelle de l'Église, représentation, qui est d'ailleurs un concept, j'en profite pour le dire, ecclésiologique, qui va migrer politiquement. C'est une invention juridico-ecclésiologique ou une création avant de devenir une réalité, une création politique à partir de Hobbes en particulier. La représentation, dans ce sens-là, parce qu'on parlait, Thomas d'Aquin connaissait le mot représentation, mais il n'utilisait pas comme ça en latin, pas sous cette forme-là. Donc, la représentation universelle de l'Église repose sur une assemblée universelle, le concile, non pas le pape, hein, la tête ou le corps. Et ça met forcément en scène, au travers de cette universalité, des nations au sens médiéval du terme encore. Et donc, on arrive petit à petit à la question forcément politique. Chaque pays ou chaque nation était représentée au sein même de l'Église. Et forcément, ça va encourager le processus qui a commencé déjà sous Philippe le Bel, qui est celui d'une Église gallicane qui représente, au fond, les intérêts de l'Église de France à l'échelle universelle. Donc les deux sont liés. Et je dirais que le conciliarisme encourage l'essor, vraiment alors là, réel, d'une Église gallicane avec ses libertés, et liberté voulant dire, évidemment, en particulier, le moins d'allégeance financière possible, et puis même dans les nominations, alors la question des titulatures ecclésiastiques, donc un contrôle, disons, politique de ces nominations. Voilà. Là, les choses se mettent en place, on peut dire à partir de ce moment. Justement, il y a deux moments importants. C'est la pragmatique sanction de 1438 et le concordat de Bologne de 1516. Oui. C'est à ce moment-là qu'on commence à affirmer quelque chose qui s'apparente à une doctrine, même si dans les textes du colloque, on dit qu'il n'y a jamais eu de doctrine complètement fixée du gallicanisme. Mais il y a affirmation, en tout cas, d'un certain nombre de principes. Oui, alors, c'est très important ce que tu viens de dire, parce que la pragmatique sanction de Bourges, en 1438, ça situe. Elle est encore dans la mouvance conciliariste. Juste après, d'ailleurs, le dernier concile conciliariste, qui est le concile de Florence, en 1437, dont il faut rappeler, d'ailleurs, qu'il a été le concile qui aurait pu réconcilier l'orthodoxie, en tout cas au moins grecque, et l'Église catholique latine. Et c'est du côté des moines orthodoxes que ça a résisté, ça n'a pas marché. Mais il y a eu, après depuis le schisme de 1054, il y a eu un moment donné où c'était possible. Parce que justement, du côté orthodoxe, certains avaient une sympathie, ils disaient, tiens, s'il se passe quelque chose d'intéressant, ils sont en train de prendre la distance par rapport au pape, qui était bien sûr l'abomination, la désolation pour les orthodoxes. Et donc ça crée un rapprochement possible. C'est le concile de Florence. Et qui d'ailleurs a été acté parce qu'il y a eu le concile de Bâle aussi juste avant, en 1431. C'est-à-dire, c'était l'idée conciliariste, c'était de réunir un concile tous les 7 ou 10 ans. C'est pour ça que c'était fréquent. Et donc, en 1438, la pragmatique sanction de Bourges se situe dans cet esprit. Et avec l'idée qu'il faut revenir aux pratiques primitives de l'Église, qui n'avaient pas été complètement abandonnées, à vrai dire, depuis la réforme grégorienne, et même encore maintenant d'ailleurs. Et là, je pense à un point très précis, c'était l'élection des évêques élus, ils n'ont pas nommé. Donc un principe démocratique. Alors, ça ne va pas tenir, et on va arriver au Concordat de 1516, parce que, au fond, tout opposé qu'il pouvait être, voire, comme tu l'as souligné tout à l'heure, violemment, le pape et le roi de France en l'occurrence, ça sera aussi vrai de Charles Quint, d'ailleurs. Le sac de Rome de 1527, c'est pas rien. Le petit père Combe à côté, c'est de la blague. Hein. C'est rien. Louis XIV et 1111, on ira après. C'est peu de choses pour le petit père Combe. La querelle des inventaires, quand même, après. Mais bon, on a connu pire en pleine chrétienté, quoi. Alors, donc, 1438, c'est une vision, retour à ce qu'était l'Église des origines, au fond, principe électif. Mais
voilà, le pape, la papauté comme la royauté se disent quand même, ils vont être d'accord sur ce point-là. La démocratie ecclésiastique, c'est bien gentil, mais ça fait que ça nous échappe. Alors, la pragmatique sanction de Bourges ne va pas durer bien longtemps. Parce que, là on revient, le gallicanisme ecclésiastique, c'était l'ambiguïté des libertés de l'Église gallicane. Du côté ecclésiastique, ça veut dire, nous sommes maîtres du jeu dans l'élection, le choix de nos évêques en particulier. Et donc, ça échappait à la double autorité du pape comme du roi, même si le pape pouvait ensuite apporter son investiture canonique, évidemment. Pour le coup, on n'est pas dans le cadre de la constitution civile du clergé, là c'est un schisme. Nous en parlerons. On en parlera après, bien sûr. Mais quand même, c'était vraiment... donc, les choses doivent se régler par le haut, non pas par le bas. Et c'est 1516 qui va régler le problème, en disant, au fond, modus vivendi. Là, ils ont tordu le cou à ce qui deviendra le vieux gallicanisme, au fond, qui a très vite vieilli, ecclésiastique, démocratisant, en réglant le problème par la voie purement hiérarchique, le roi et le pape. Le roi pourvoit aux bénéfices ecclésiastiques, et le pape apporte son investiture canonique. Autrement dit, les deux droits font... d'une manière, c'est ce qu'on vit de nos jours avec le ministère de l'Intérieur et son bureau des cultes, y compris d'ailleurs sous les territoires dans lesquels nous sommes, réglés par la loi de 1905. Quand même, le ministère de l'Intérieur a quand même un petit mot à dire, quoi. On ne nomme pas un évêque comme ça sans... alors, c'est encore plus vrai sur le Concordat, bien sûr, en Alsace-Moselle, mais c'est pas... En fait, les nominations ne se font pas comme ça de manière aussi autonome que ça. Parce qu'on sait bien que ça peut avoir des effets civils. Donc, au fond, le Concordat 1516, c'est ça. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, on a changé la donne. C'est-à-dire qu'on a un gallicanisme royal qui est toujours aussi fort, ça c'est certain, et qui d'autant plus fort que la monarchie française, après la fin de la guerre de 100 ans aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est, après avoir été bien sûr extrêmement faible, comme on le sait, et ensuite elle s'est redressée. Et je dirais même qu'on assiste à ce que les historiens appellent le premier absolutisme, jusqu'à François Ier, enfin jusqu'au premier XVIe siècle. Ce n'est pas un hasard si justement le Concordat intervient un an après la bataille de Marignan. Exactement. C'est pas par hasard. Le roi de France négocie en position de force. Absolument. Absolument. Et heureusement, il a bien pensé, parce que 10 ans plus tard, c'était l'inverse. Mais là, en 1516, il est en position de force. Et donc, il a eu raison. Bien sûr, c'était judicieux de le faire. Et voilà. Donc, on a une monarchie absolue où il n'y a plus de féodalité, en fait, avec la chute de la Bourgogne. Voilà, tout est réglé avec Louis XI, finalement. Et François Ier hérite d'une situation... Enfin, déjà, Charles VIII, Louis XII, une situation tout à fait remarquable. Et donc, la monarchie est solide. Mais elle tient, justement, les libertés de l'Église gallicane, ne perdons jamais ce fil directeur. L'interprétation n'est plus la même, on voit bien. Liberté par rapport au pape, mais pas sur le mode démocratique. En même temps, vous êtes quand même contrôlé par le roi. Et puis, le Parlement de Paris sera extrêmement vétilleux, d'ailleurs. On le verra surtout après les guerres de religion. Donc, le gallicanisme parlementaire, c'est pas rien. C'est un gallicanisme judiciaire, je dirais, de Robin, comme vous disiez. Et les rois sont faits plus pragmatiques, au bout du compte. Donc, le gallicanisme ecclésiastique, il est quand même très, très fortement sous le contrôle, en fait, de liberté. Liberté, c'est par rapport au pape. Alors, ensuite, ça continue, mais voilà, il y a les guerres civiles de religion. Alors, justement, c'est un autre chapitre. Dans les débats de ce colloque, on a parlé d'un autre colloque, du colloque de Poissy, oui, en 1561, qui est un moment important, parce que c'est le moment où la monarchie essaye de trouver une conciliation entre les catholiques et les protestants, et le résultat, c'est un échec, comme chacun sait, mais on crée, c'est à partir de ce moment-là que se créent les assemblées du clergé. Oui. Qui sont des assemblées
française, nationale, oui, n'est-ce pas, oui. et qui vont continuer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, en fait. Si je ne me trompe. Oui, oui, absolument. Oui, oui, je crois que les premières assemblées du clergé, c'est après le Concile de Trente. Oui, oui, oui. Oui. Donc, il y a quelque chose qui se structure dans l'Église de France, mais qui n'est pas le conciliarisme, puisque ces assemblées sont quand même très soumises à l'État. Alors elles interpellent l'État royal, mais elles sont quand même effectivement soumises. C'est-à-dire que ce qui va se produire à partir après en fait, les guerres civiles de religion, parce que là la monarchie est à nouveau très affaiblie avec ces guerres civiles de religion, au moins autant qu'avec la guerre de 100 ans, mais pour des raisons très différentes, parce que là, tout se passe en interne, c'est une guerre civile. Mais elle va retrouver son allant, sa puissance, donc c'est le second absolutisme à partir d'Henri IV, c'est très clair. Hein. Et qui impose d'ailleurs l'édit de Nantes, une fois qu'il a terrassé les ligueurs, à Nantes, enfin dans la région, et il l'impose au Parlement de Paris, qui était justement, c'est là qu'on voit entre le gallicanisme royal et le gallicanisme parlementaire, Laurent Henri IV converti au catholicisme parce qu'il le fallait, peut-être qu'il était sincère, on ne saura jamais rien, mais les parlementaires étaient des gallicans et ne voulaient pas entendre parler de la moindre tolérance à l'égard des protestants, en fait. Et d'ailleurs, c'est près du côté de la Manche, une situation que je connais bien, comme tu sais, c'est la même chose. Hein. Le roi d'Angleterre est beaucoup plus souple que ses parlementaires protestants. Ça, c'est constant. Même, par exemple, enfin, parlons des exemples, le Concile de Trente. J'allais y venir. Il est le seul pays catholique à n'avoir jamais intégré le Concile de Trente comme loi de l'État, c'est la France. Oui, jamais. Et les rois pouvaient faire, mais jamais les parlementaires n'auraient accepté. Et là, on sent qu'il y a comme une doctrine qui se tisse, par les juristes comme Pitou et puis Dupuy. C'est les deux qui ont codifié. Pierre Pitou qui écrit, publie Les libertés de l'Église gallicane. C'est ça, c'est le thème, bien sûr, c'est le serpent de mer, hein, bien sûr. Oui. Mais alors, c'est très peu connu, le fait que la France peut très bien ne pas recevoir les décisions d'un concile. Et pourquoi plus particulièrement le concile de Trente ? Parce que c'est un concile qui avait pris des décisions dont certaines étaient considérées comme incompatibles avec les libertés de l'Église gallicane. Je ne saurais pas dire les décisions doctrinales, théologiques en tant que telles, pas du tout. Non, parce que le Concile de Trente, attention, c'est pas un bloc. Hein. Comme disait Jaurès, la Révolution française est un bloc. Le Concile de Trente, justement, n'est pas un bloc. C'est 3 morceaux, en fait, le Concile de Trente. C'est 18 années de concile, mais avec des interruptions de plusieurs années. Donc en tout, c'est 4 à 5 années de travaux. C'est pas plus long, en réalité, que le Concile de Vatican II. Mais ça s'est étalé parce qu'il y avait plein de crises. Donc les premières années, 1546, 1548, 9, je ne vois pas en quoi c'était des décisions qui menaçaient les libertés de l'Église gallicane. C'est plus après, et surtout à la fin. Alors peut-être que j'oublie certaines choses, mais il y a un point, par exemple, qui était chaud dans la 3e phase du Concile de Trente, et qui a réuni d'ailleurs les Espagnols et les Français de ce point de vue-là contre les Zelanti italiens, c'était le fait que les évêques n'étaient pas de droit divin, donc de source scripturaire, mais une pure émanation du pouvoir du pape. Ça, c'était pas bon pour les Espagnols qui avaient une tradition aussi gallicane à leur façon. Depuis les conciles visigothiques, d'ailleurs dont le roi Jacques Ier s'était inspiré, il en avait fait un argument, c'était des conciles nationaux. Eh bien, donc les Espagnols étaient sensibles à ça, à ce rôle du roi dans leur église, et comme en France. Et par conséquent, justement, avoir des évêques de droit divin aurait permis de les mettre aussi sous contrôle, comme dans l'église anglicane schismatique. C'est le même phénomène. Oui, il y a un paradigme, ou une épistémée, comme aurait dit Foucault. C'est l'essor de l'État moderne. Alors là, vraiment au XVIe siècle, très clairement. Hein, Angleterre, qui, par son premier Brexit, comme j'aime bien l'appeler, en fait, c'est un vrai Brexit. En fait, c'est rupture avec Rome, c'est la rupture avec le continent. Et donc, la monarchie s'affirme, puisqu'elle a une autorité sur l'Église du royaume. En Espagne, il y a de ça, même si c'est le catholicisme espagnol, c'est pas rien, mais il y a une inquisition espagnole. L'inquisition n'est pas que romaine, elle est aussi espagnole. Il n'y en a pas en France.
Et puis la France gallicane aussi, donc intéressée par un épiscopat droit divin. Alors ça n'a pas marché, ce sont les Italiens qui ont gagné, et donc pas question que les évêques, parce qu'on voyait, ils étaient malins, ils se sont dit, on voit ce qu'ils recherchent, c'est de droit divin, en fait, ils vont être sous contrôle, ça échimère de faire échapper la nomination épiscopale par rapport à l'autorité du pape. Donc, ils ne voulaient pas de ça. Et ça, c'était contraire, c'est un point très clair, à mon avis, d'opposition, d'incompatibilité avec les libertés de l'Église gallicane. Il y en avait sans doute des points peut-être plus secondaires, mais qui étaient bien réels. Et on voit bien l'importance du même coup du Concordat de Bologne, qui en fait a servi à la fois de digue contre les empiétements romains, et en même temps qui a empêché aussi le schisme. Parce qu'au fond, il y a eu des volontés, certains, à partir d'Henri II en particulier, puis à la fin du XVIe siècle, dans certaines sphères, pas tellement les rois, c'est plus dans le milieu ecclésiastique, de rompre, d'adopter le modèle anglican. Mais au fond, la France est un pays continental et les rois n'étaient pas trop intéressés par un schisme, parce que quand ils voyaient les problèmes des Anglais avec les doctrines religieuses, en fait, ils disaient après tout, le pape c'est quand même pas mal, c'est utile, gardons-le, ça sert de digue. Et donc le schisme a nous posé plein de problèmes. Donc c'est ça, alors ça c'est ce qui caractérise bien le gallicanisme typiquement français, c'est qu'à la fois on voit bien les apparentements qu'on peut faire avec l'anglicanisme, c'est le phénomène qu'on appellera plus tard national, je dirais, il est plus cohérent de dire à l'époque royale, disons, l'Église du royaume, sous contrôle plus ou moins important du roi. Mais en France, on ne veut pas de schisme au fond au bout du compte. On tient à rester en union avec Rome parce que ça permet au roi d'être protégé. Il est le chef de l'Église au fond, au fort externe, temporel, mais il n'a pas à se mêler, il n'est pas exposé aux problèmes doctrinaux. Il est protégé par le pape lui-même. Ça l'arrange. Et il y a toujours cette ambiguïté. Et qui était bien utile. Et le Concordat de Bologne avait bien réglé les choses jusqu'à la Révolution française. Au fond. C'est vrai, sauf Louis XIV. Parce que, oui, comme l'explique Catherine Maire dans ses livres, Louis XIV, justement, entend diriger très fortement l'Église de France. Et donc est obligé, à partir de ce moment-là, d'entrer dans les querelles théologiques. Oui, alors il y rentre, mais c'est parce que... Et c'est la crise avec le jansénisme, qui est une crise horriblement complexe, et la révocation de l'édit de Nantes. Absolument, absolument. Non, c'est ça la question. Avant, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de division religieuse avant les réformes protestantes, bon... ça va. Mais dès l'instant où le royaume est divisé, comme à peu près partout en Europe, évidemment, d'où l'imposition, encore une fois, de l'édit de Nantes aux parlementaires gallicans par Henri IV, et c'est un édit, on voit bien, de monarchie. C'est un édit très bodinien, enfin, dans ce sens-là, de monarchie absolue, de pacification, de souveraineté, perpétuelle et irrévocable, est-il écrit. Perpétuel et irrévocable. Alors ça fait toujours c'est pas vrai puisqu'il a été révoqué, mais ça fait partie du vocabulaire juridique. Il n'est révocable que si le roi veut bien le faire, au fond. C'est ce que fera Louis XIV, mais il est perpétuel et irrévocable, c'est très clair. Il est au-dessus, c'est d'abord un édit, c'est pas une loi parlementaire, c'est un édit comme les Anglais avaient ce qu'on appelle des injunctions. C'est un édit. Au fond, c'est l'ordre, c'est vraiment... comme on dirait aujourd'hui, un décret présidentiel, quoi, voilà. Et donc, taisez-vous, messieurs les parlementaires. Et là, on voit bien qu'il y a deux gallicanismes qui se touchent, qui s'opposent. Mais il n'empêche qu'au plan ecclésiastique, ça va donner un gallicanisme de plus en plus... Alors, c'est là, on est dans le livre de Catherine Maire, ensuite. C'est une église, l'église dans l'État, quoi. Ça va être de plus en plus ça. Une église qui est complètement dans l'État, qui est une institution de l'État, qui fait partie de ses rouages, même avec les assemblées du clergé, parce qu'elle est forcément attirée par le phénomène absolutiste qui redémarre à partir d'Henri IV, Richelieu,
Et donc il y a une espèce d'attraction, vers la puissance de l'État. Et donc cette Église n'a plus les mains libres. Et puis le Concordat de Bâle, une fois, a coupé la tête, si je puis dire, à la pragmatique sanction de Bourges. Ça, c'était un acte décisif. Et il n'est plus question d'élection, donc tout est pyramidal. Et puis alors, il y a aussi... alors oui, c'est ça, je ne voulais pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'affaire janséniste, et puis ensuite la révocation des Nantes, mais il y a une affaire qu'il faut avoir à l'esprit au tout début, un peu après la mort d'Henri IV, mais ça se prépare déjà, avec un certain Edmond Richer, le fameux richérisme. C'est un gallicanisme radical, démocratisant, qui veut revenir, comme avec Paolo Sarpi, dans la République de Venise. Je crois qu'il y a, je ne sais plus s'il y a un article qui a été publié dans notre livre, parce qu'on assiste aussi là, et ça faisait partie d'ailleurs du colloque, d'une européanisation, on peut dire, du phénomène gallican. On change de cap. Alors, dans la République de Venise, c'est très clair avec Sarpi, Richer, c'est un Sarpi français, en fait, ou Sarpi est un Richer italien, mais ces gens ont la nostalgie du vieux gallicanisme, donc démocratisant. Et Richer va défendre ce type de gallicanisme qui, ça va le conduire à la condamnation. Le gallicanisme est devenu complètement, il est à la remorque de la monarchie française. Mais lui, il concevait les libertés de l'Église gallicane à l'ancienne. Donc il y a un vrai débat. D'ailleurs, Richer, et ça c'est important de le souligner, c'est un ancien ligueur. Oui. Et pourquoi derrière ce qu'il y a ça? Mais les ligueurs étaient à leur façon des monarchistes démocrates, puisque après la fin des Valois, il faut un nouveau roi, surtout pas Henri IV, c'est un protestant. Alors il va falloir les lire. Il va falloir lire le duc de Guise, je crois, c'était le Charles X de l'époque, le faux Charles X. Oui, parce que donc il y a un principe électif chez les ligueurs. Les ligueurs devenaient démocrates à leur façon. Ils basculent dans une démocratie dans leur genre propre. Et quand tout est réglé avec la fin des guerres de religion, la 8e guerre de religion, c'est Henri IV qui la cloue, et puis l'édit de Nantes, bon, l'ordre revient, la paix, etc. Et il va y avoir des recyclages. Les vieux ligueurs vont se retrouver... certains vont se retrouver en fait gallicans de ce profil-là, mais pas des gallicans nouveau style après le Concile de Trente, parce que ceux-là, c'était l'apologie de la monarchie absolue, et qui ne rentrait pas dans les cadres de pensée, au fond, des anciens ligueurs. Et Richer est tout à fait de ce type-là. Alors, ça, c'est un dissident, il y a ce gallicanisme dissident qui est un échec complet. Là, on est au tout début du règne de Louis XIII, parce que c'est irrecevable, tout simplement. En revanche, il aura une postérité, et ça nous conduira à la constitution civile du clergé. Alors là, comme tu disais tout à l'heure, il y a ensuite, tout ça est en sommeil, simplement, mais il y a bien sûr la révocation de Nantes, il y a la crise janséniste que Louis XIV règle. De ce point-là, il s'entend avec la papauté parce qu'il y a intérêt. Donc on voit bien que les combats ne sont plus les mêmes, c'est des combats liés aux conséquences, au fond, des réformes protestantes, et puis aussi du Concile de Trente lui-même, puisque la crise janséniste est au fond un surjon. Qu'est-ce que c'est que la crise janséniste? Pour résumer au plan d'abord théologique, c'est complexe à faire, c'est tout simplement le grand malaise des augustiniens catholiques depuis la réforme protestante. Luther est un augustinien, Calvin est un augustin, et encore plus il était moins augustin. Calvin, laïque, mais quand même, il reprendra les thèses de Luther, donc il est forcément un peu augustinien. Et donc, quand on est augustinien dans l'Église catholique, au moment où le Concile de Trente est convoqué en 1545, on sent un peu le soufre. Et ce sont les thomistes, notamment les thomistes jésuites, pas dominicains, jésuites, les jésuites vont dès le départ adopter la doctrine de Thomas d'Aquin, un thomisme à eux, parce que ce sont aussi des humanistes du XVIe siècle. Et donc, le parti majoritaire, il est thomistico-jésuite, je dirais. Voilà. Et donc, les augustiniens, ils n'ont pas beaucoup de place dans l'Église catholique, quoi. C'est terminé. Alors, c'est ça, l'affaire janséniste. C'est Janssen, écrit en 1638, l'Augustinus.
Le titre veut dire ce qu'il veut dire. Réhabiliter la vieille pratique de l'Église des origines des premiers siècles. Tout cela n'est que ce qu'après, il y a des dérives. Ils raisonnent un peu comme les protestants. D'ailleurs, c'est pourquoi ils vont se faire taxer de protestants, d'ailleurs. De calvinistes rebouillis, certains diront. Mais il y a des points communs. De fait, il y a des points communs. Et en même temps, c'est faux aussi, parce que on n'imagine pas des calvinistes à Port-Royal, quoi. Le monastère de Port-Royal, ça fait quand même... Calviniste, il vit au cœur du monde pour se sanctifier, et non pas en retrait. Mais c'est le rameau augustinien. Alors, évidemment, par rapport à la monarchie absolue, les pauvres, là, ils vont avoir des gros problèmes. Alors, ça se joue aussi, je pense derrière aussi, il y a une revanche de l'aristocratie, qui n'est plus rien, forcément. L'aristocratie, d'ailleurs, n'a jamais existé vraiment en France, puisque c'est la grande différence avec l'Angleterre. L'Angleterre est une aristocratie, elle l'est toujours, d'une certaine façon. La France n'a toujours une noblesse, mais ce n'est pas une aristocratie, ce qui est pareil. Elle l'aurait voulu, évidemment, mais elle n'y est pas parvenue. Et donc, dans le milieu janséniste, il y a un peu ça aussi. Il y a un peu une révolte de certains milieux des grands, c'est-à-dire comme on aurait dit en Espagne. Sociologiquement parlant, il y a quelque chose comme ça. Et la monarchie, bien sûr, tire à boulet rouge des Richelieu contre ces gens-là, puis Louis XIV. Donc le gallicanisme se positionne par rapport à toutes ces dissidences. Et là, on a changé de... Et il le fait d'autant plus que c'est vraiment l'Église dans l'État, effectivement. C'est l'Église qui est à l'État. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Bossuet, oui. À cette époque-là, qui rédige la déclaration des 4 articles. Oui. C'est un manifeste gallican. Oui, absolument, oui. Oui. Alors attention, il y a 2 crises gallicanes. Oui. Il y a celle d'abord de 1661-63, c'est au tout début du règne de Louis XIV, qui est liée à un propos d'un bachelier en théologie, et bon, enfin, ça ne passe pas, les idées défendues ne plaisent pas, bien sûr, et donc il y a une condamnation de ces thèses qui mettra en cause le gallicanisme. Alors, c'est une affaire, au fond, c'est lié à la faculté de théologie de la Sorbonne. La première crise gallicane, c'est ça, c'est un débat interne, c'est universitaire, et voilà. Et donc, il ne faut pas toucher au cœur même du gallicanisme, et notamment, le roi est de droit divin, et donc il est indépendant temporel. Donc le pape n'a pas à se mêler, y compris les évêques, au fond. Et puis, le conciliarisme. Le conciliarisme est toujours la référence, même si c'est une pure rhétorique. Il est mort depuis longtemps, le conciliarisme. D'ailleurs, Richer pouvait forcément, on retrouve l'alliance des deux. Le conciliarisme, c'est une pure rhétorique, c'est fini. Même les anglicans sont réclament du conciliarisme. Ils disent les schismatiques, c'est pas nous, c'est vous. C'est Rome qui a fait schisme, c'est pas nous. Nous voulons revenir à ce qui était la bonne vieille pratique d'antan. C'est toujours la même idée d'ailleurs. Tous sont d'accord là-dessus d'ailleurs. Protestants, anglicans, jansénistes. Les vieux gallicans, revenir à ce qu'était l'Église au fond des premiers siècles. Après, ce sont des dérives. Ça, c'est un dogme tout à fait gallican. Et ça revient au moment de l'affaire de la Régale en fin des années 1670, et on arrive aux 4 articles de 1682. Donc Bossuet, il a une commande, au fond, il doit faire... Et c'est les mêmes, c'est ce que je viens de dire, c'est la même chose, en fait. Alors il y a d'autres juristes, parce que Bossuet, c'est un théologien, d'abord, c'est un évêque, un théologien. Il y a un certain Martial, si je me souviens bien de son nom, mais lui, alors forcément, les juristes s'en mêlent toujours de ces questions-là, c'est inévitable. Donc il y a une production juridique gallicane, mais là, c'est par le biais surtout théologique. Alors, tu as parlé en un mot de l'affaire de la Régale, qui est horriblement compliquée pour des Français du XXIe siècle, dont vous parlez beaucoup. C'est une affaire qui a passionné l'opinion publique. Voltaire, beaucoup d'intellectuels de l'époque prenaient position dans l'affaire dans la crise de la Régale, qui est une crise entre l'État royal et, une fois de plus, Rome. Oui, et qui portait d'ailleurs sur la nomination d'évêques. D'évêques, oui. Parce que c'était des évêques qui étaient notamment l'évêque de Pamiers, qui était janséniste d'ailleurs. Et parce que c'était des territoires qui
de nouveaux territoires français. Donc, qui échappaient au Concordat de 1516. Et là, on voit bien d'ailleurs qu'il n'y a pas encore... donc, il fallait unifier, au fond, le droit en la matière. Et c'est là le conflit. Et Louis XIV a reculé. Innocent XI était une forte personnalité. Alors, les évêques soutenaient par l'Assemblée du clergé. Et puis, alors surtout que certains étaient jansénistes. Et puis, Louis XIV a fait travailler Bossuet, mais il a dû reculer quand même. Il a dû reculer. Le pape, il a eu fort à faire. Il a eu fort à faire. Et en fait, ces 4 articles de ces 182, c'est comme la référence aux grands critères du conciliarisme, les grands critères théologiques. En fait, c'est une déclaration qui n'a aucun effet concret. C'est une pure protestation, c'est une gesticulation. Puisque le pape, en fait, a eu raison. Et Louis XIV avait fait, puis Louis XIV voulait s'entendre plus avec lui, donc il n'avait pas trop les moyens de sa politique, parce qu'il voulait s'entendre avec lui pour tordre le cou aux jansénistes. Et d'ailleurs, les jansénistes ont cru bien faire en soutenant le pape. C'est la deuxième crise janséniste, ça, d'ailleurs. Ça correspond avec la deuxième crise janséniste. Qui bien mal leur a pris, parce que justement, Louis XIV, très très vite soutenu, comme déjà il ne l'aimait pas beaucoup, alors là, ça a été... pour eux, c'était mortel, au sens le plus mortel. C'était fini. La destruction de Port-Royal, tout ça, c'était fini. Il s'est senti trahi, forcément. Donc, ils ont fait un très... De toute façon, je crois qu'ils ne pouvaient faire qu'un mauvais choix. Même s'ils avaient choisi le roi, je ne pense pas ils auraient été mal allés. Ils étaient entre deux chaises, quoi. Voilà. Oui. Ils étaient forcément... C'était une situation intenable. De toute façon. Et Louis XIV avait besoin d'Innocent XI. Et donc... il a dû mollir par rapport à l'affaire de la Régale. Et donc la déclaration, les 4 articles de 82, c'est en fait... Voilà, 4 articles, ça vient un peu de la rhétorique. En revanche, ils ont une postérité. Donc ils ont le succès n'est pas dans l'immédiat, c'est comme Richer. Il est dans la suite. Prenons le Concordat de 1800. Oui. Bah oui. Et dans les articles, je crois que c'est dans les articles organiques, bien sûr, ça ne peut être que ça, parce que le pape Pie VII, il n'aurait pas apprécié. Donc là, Bonaparte lui a fait un enfant dans le dos. Les articles organiques, il y a un article dans lequel il est clairement stipulé que les séminaristes devaient professer les 4 articles de ces 182. Donc là, on a le gallicanisme début 19e qui apparaît, et qui est un néo-gallicanisme. C'est le gallicanisme du... Alors, c'est un autre concordat, quand même, après 1516, au fond, on retrouve une pratique. On va en parler, mais avant, pour rester dans la même période historique, on va faire un détour par les quelques pays étrangers, plus particulièrement, et pas par hasard, celui que tu connais le mieux, c'est-à-dire l'Angleterre, parce que tu as beaucoup travaillé sur les débats théologiques et politiques en Angleterre, notamment la controverse entre Jacques Ier et le cardinal Bellarmin. Donc, c'est un sujet immense, très peu connu, bien sûr, mais est-ce que tu peux essayer de nous donner une idée de ce qu'était cette controverse et de ses conséquences? Oui, alors, là, la situation est inverse à la situation française, puisqu'on a, comme je disais tout à l'heure, un État royal qui a fait schisme avec Rome, qui a pris position au plan doctrinal pour des positions plutôt calvinistes, mais modérées, et même Élisabeth s'en méfiait beaucoup. D'ailleurs, le calvinisme... le roi Jacques Ier, et puis surtout après, ça donnera la première révolution anglaise, on va lui jeter un sort, mais ensuite ils vont se venger. C'est un problème, le calvinisme, dans les grandes monarchies. D'ailleurs, François Ier n'en a jamais voulu. Mais pourquoi? Parce que le calvinisme désacralise, au fond, les autorités politiques. Et ça va dans les petites villes comme Genève, ça va dans les petits espaces comme l'Écosse ou les Provinces-Unies. Mais le calvinisme, au fond, il préfigure au fond le libéralisme de ce point de vue-là.
mais surtout pas des structures de souveraineté politique fortes. Hein, Calvin, il suffit d'aller lire le chapitre 20, c'est le dernier chapitre du livre 4 de l'Institution de la religion chrétienne, il parle du magistrat, qui est une image de la providence divine, dit-il. Mais c'est pas du droit divin. Et donc, bien sûr, c'est le sola scriptura, hein, seule l'écriture compte, c'est une image de la providence divine, mais c'est pas un monarque. Hein, et ça se marie très très mal avec la forme monarchique. On n'a pas vu. Il n'y a pas un exemple pour voir que le calvinisme a réussi dans une monarchie, une vraie monarchie, qu'on savait à l'époque. C'est impossible. Donc l'idée de la toute-puissance divine est tellement élevée à un tel niveau qu'elle diminue, c'est lié à leur théologie, forcément, la puissance humaine. Or, la monarchie, par définition, c'est bien la puissance humaine qui compte, alors qui est conciliable avec le christianisme, mais pas ce christianisme-là. Il lui faut un peu de sacralité, la monarchie, Bertrand, tu le sais bien. Alors en France, le gallicanisme permet, il est pourvoyeur, alors là, très bien. Ce sont d'ailleurs des volontiers catholiques. Et dans l'anglicanisme, ça sera pareil, et surtout quand va arriver ce qu'on appelle la doctrine arminienne, qui vient en fait des Pays-Bas, des Provinces-Unies, mais qui va être perçue comme une espèce de crypto-catholicisme dans l'Église anglicane. Et ça déclenchera la première révolution. C'est-à-dire c'est la liquidation du calvinisme par ce qu'on appelle l'arminianisme, qui vient d'un théologien protestant néerlandais qui s'appelait Arminius. Mais ça va donner en Angleterre tout à fait autre chose que l'arminianisme d'Arminius dans les Provinces-Unies, en fait. Et donc là, on retrouve de la sacralité, et la parole de Dieu prêchée, tout ça c'est très bien, mais il nous faut des sacrements aussi. Donc ça marche. Alors, en Angleterre, la réforme, il y a une réforme, il y a un schisme, mais la royauté contrôle bien l'Église par ses évêques, de droit divin. Alors, bien sûr, il y a le problème puritain qui est né là, le puritanisme est né de ça, c'est une dissidence, parce que ce sont des déçus du retour au schisme anglican après la reine, le bref règne catholique de Marie Tudor, et ils s'imaginaient que la reine Élisabeth allait appliquer le modèle genevois, la discipline. Encore une fois, il rêvait complètement, mais c'est une illusion complète. Et elle va toujours la via media, comme on dit, voilà, mais jamais, tout en gardant la structure catholique, et pour cause. Donc des évêques. Mais ça, c'est le problème en interne, c'est les puritains. Mais à l'extérieur, il y a bien toujours des catholiques. Et cette communauté catholique, elle, est divisée. Elle est donc dans la situation qui est celle des protestants en France. Mais elle est en plus divisée. Il y a ceux qui sont complètement réfractaires, c'est le parti jésuite, donc le parti de Rome. Et qui n'espère qu'une seule chose, c'est que lorsque la reine Élisabeth, qui n'a pas d'enfant, va mourir, il puisse y avoir une restauration catholique à nouveau avec une infante portugaise. Enfin, ils avaient fait toutes sortes de calculs, bon. Mais ça ne pouvait pas marcher. Donc eux sont totalement réfractaires, martyrs, persécutés. Et puis il y a les catholiques qui sont en fait des gallicans anglais en réalité, et qui sont prêts à un compromis. On les appelle les appelants, d'ailleurs. Et dans le clergé, mais aussi chez les laïcs, d'ailleurs, pas que le clergé, parce que là, je ne veux pas donner une impression purement cléricale de ce positionnement. C'est aussi vrai chez les laïcs. Alors, eux avaient même proposé un serment même à la reine Élisabeth qui l'a refusé, parce que eux voulaient être reconnus comme corps ecclésiastique. Elle n'en voulait pas, elle voulait les reconnaître comme individus prononçant un serment, mais pas comme corps. Se méfier de ce truc-là. Ils vont essayer de... Non, il y a une église en Angleterre, c'est l'église anglicane, il n'y en a pas une deuxième qui va faire concurrence. Donc, ça va échouer. Mais ça veut dire que cette communauté catholique est vraiment divisée elle-même, complètement. Et c'est comment se situer par rapport à la couronne. Et quand arrive, donc, Jacques VI d'Écosse, Stuart, devenu premier d'Angleterre, lui... Parce que, héréditairement parlant, il n'y avait pas de problème. Il y avait un lien, c'est ce qu'il y avait de nom moins loin, enfin, le plus juste, comme Henri IV par rapport à Saint-Louis.
On voit bien que c'est le même phénomène d'ailleurs. Jacques Ier, lui, il a très très vite, le problème à se poser, c'est qu'il déçoit beaucoup les catholiques anglais, notamment ceux qui espéraient bénéficier d'une faveur, disons, parce qu'il s'entendait très bien avec l'aristocratie écossaise. Et pour cause, parce que justement, il se méfiait comme de la peste des pasteurs réformés, qui étaient cléricaux, qui essayaient de le dominer en fait. Ils appliquaient la doctrine du double régime calviniste, le règne spirituel, le règne temporel, au profit bien sûr des pasteurs. Et lui disait, moi j'ai été baptisé dans l'église catholique par ma mère, j'ai été éduqué calviniste une fois que ma mère a été chassée du trône, il a été pris en main par les calvinistes, très bien, bon, il en accepte les principes théologiques, mais je ne suis pas moi le roi d'Écosse. Donc il a passé son temps, au cours de son règne écossais, à les neutraliser. D'ailleurs, il a imposé l'épiscopat en Écosse, un grand scandale pour des presbytériens. Et quand il arrive en Angleterre, donc, les catholiques, par rapport à lui, ils disent mais c'est un espoir, ce roi comprend, il va nous tolérer. Et en fait, c'est pas ce qui se passe au début. En 1603, entre 1603 et 1605, c'est pas ce qui se passe. Et il est du coup l'objet de 3 attentats, tous manqués, dont le dernier, le fameux Gunpowder Plot, qui est le fameux complot des poudres du 5 novembre, qui est toujours, paraît-il, toujours célébré. Au moins à Londres, oui, avec des Firefox. Et bon, voilà, c'est toujours Remember le 5 novembre. Alors, donc, il a échappé à la mort, à sa famille en plus. Mais il réagit en se disant, et là on voit bien comme Henri IV par rapport aux parlementaires, il y avait une véritable cartographie, territorialisation de la tolérance. Par exemple, depuis déjà, mais c'était déjà vrai sous Henri VIII, ça avait commencé, mais Élisabeth en prit une plus belle, les catholiques étaient interdits de quantité de professions en vue. Être catholique et faire une carrière universitaire, par exemple, c'était impossible. Et donc ils étaient cantonnés, surtout pas à Londres, comme les protestants à Paris, c'était impossible, tout ça était bien contrôlé. Et donc les attentats contre le roi ont renchéri sur la position très dure des parlementaires anglicans, protestants, comme les gallicans français, très carrés, et ils étaient vraiment répressifs. Et lui, comme ses frères, comme on disait à ce moment-là, ou ses cousins français, il adopte une position différente et il va imposer un serment, ce fameux serment de 1606, qui est un serment d'allégeance, dans lequel, au fond, c'est une véritable garde de triage, au fond. C'est-à-dire, il fait d'abord un grand discours en 1605 à la Chambre des communes pour dire mais je suis conscient qu'il y a en Angleterre de bons et de mauvais catholiques, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, parmi les clercs et aussi parmi les laïcs. Et donc, il prépare la voie à son sermon, qui ne plaît pas, bien sûr, aux parlementaires. Et il impose, c'est une position très régalienne, le serment. Et on pourra vérifier, ceux qui sont prêts à dire, oui, je reconnais le roi d'Angleterre, même s'il n'est pas catholique, comme étant mon roi, il est légitime, c'est ce qui est écrit dans le serment, de droit divin, bien entendu, et en retour, moi je suis loyal, puisque j'en connais légitimité, mais en retour, le roi nous tolère comme sujet catholique, comme il y a les anglicans, les puritains. C'est donnant. Alors, c'est pas l'édit de Nantes, c'est beaucoup moins généreux quand même, c'est moins solide juridiquement. Mais ça permet quand même cette position-là, c'est-à-dire qu'on voit bien, et sans cela, je parle d'un gallicanisme à l'anglaise, c'est le titre que j'ai adopté, dans la mesure où on voit bien qu'il y a un roi d'Angleterre qui est à la tête d'une église anglicane, tout naturellement, une fois qu'il devient un roi d'Angleterre, comme il était à la tête de l'église écossaise. Donc un gallicanisme, on pourrait dire schismatique, c'est quand même une variante, je dirais, schismatique. Mais aussi, il admet qu'il y ait des sujets, une minorité, qui soient à part entière des sujets du roi, reconnus comme tels, dès l'instant où ils ont prononcé ce serment. Et alors, l'autre condition,
c'est évidemment le rejet. Tu l'as souligné avec tu mentionnais le cardinal Bellarmin, qui a une théorie en somme toute modérée, mais qui fait très peur quand même aux souverains régaliens en France comme en Angleterre. Je reviendrai sur la citation française à ce sujet-là d'ailleurs. C'est cette fameuse doctrine du pouvoir temporel indirect du pape, qui est une complètement formée par Bellarmin, défendue aussi par un autre jésuite, c'est du Suarez. Pas par hasard que ce sont les jésuites qui défendent ça. Les jésuites sont les hommes du pape. Même s'ils ont eu bien des conflits avec eux aussi, hein. Mais c'est les hommes du pape. C'est les hommes du Concile de Trente. C'est ce catholicisme-là, c'est pas le catholicisme de Richer. C'est le catholicisme moderne, en fait, dont se réclament les intégristes catholiques d'aujourd'hui, qui est de la tradition. Vous voyez comme quoi les temps changent. Et à l'époque, c'est le catholicisme moderne, en fait. Non mais, vous voyez que comme quoi les choses sont très relatives. Hein. Et les tradis, en fait, c'était les vieux gallicans. Voilà. Alors, Bellarmin, c'est bon, le pouvoir d'excommunication du pape sur les souverains, pouvoir de déposition et pouvoir de déliement des sujets de leur serment de fidélité, qui avait été d'ailleurs appliqué, même si c'était purement fictif, à la reine Élisabeth, parce que de toute façon elle n'était plus catholique, mais ça permettait de dire, quand le pape fulmine une bulle d'excommunication de la reine Élisabeth, ça permet de dire aux sujets catholiques, allez-y, hein, même si vous voulez la zigouiller, il n'y a aucun problème, c'est plus rien. C'est plus rien du tout. C'est une personne privée. Vous pouvez y aller. Hein. D'ailleurs, Suarez est tyrannicide, pas Bellarmin. Et Suarez est tyrannicide. Le grand Suarez, par ailleurs, c'est pas un petit esprit, loin de là. Alors, donc, la doctrine de Bellarmin, elle est modérée, parce qu'elle n'est pas théocratique non plus, mais bien sûr, elle n'est pas gallicane. Mais elle est déjà trop catholique pour être acceptable, c'est quand même un danger public pour les... Donc l'une des grandes exigences, c'est la deuxième exigence dans ce serment, c'est de dire aux catholiques, vous devez reconnaître que vous êtes opposé à cette doctrine. Car si vous ne l'êtes pas, vous êtes suspect, forcément. Alors moi, je dis souvent, d'ailleurs, aux étudiants, on peut faire... C'est extrêmement intéressant, cette époque, pour la nôtre. Hein, vous imaginez Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en 1606. En France ou en Angleterre, peu importe. La charte de l'islam pour la laïcité. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au micro de France Inter il y a 1 an et demi ou 2, quand il y a 2 organismes islamistes qui ne veulent pas signer la charte. Il dit, moi je ne vais pas discuter avec des gens qui considèrent que la loi de Dieu est au-dessus de la loi de la République. Mais c'est du néo-gallicanisme. C'est-à-dire que mais c'est ce que fait Jacques avec ses catholiques. Écoutez, vous signez la charte, autrement dit. Vous êtes contre cette doctrine funeste de Bellarmin et vous me reconnaissez dans ma légitimité. Voilà. Si vous n'êtes pas cela, c'est le séparatisme, comme on dirait aujourd'hui. Vous ne jouez pas le jeu. Et on voit bien que c'est ce qu'on appelle le gallicanisme est au fond, et on voit bien, comme en Angleterre, comme en France, même si les situations sont très spécifiques et même à front renversé, le point commun, c'est que ça va de pair avec la montée en puissance de l'État royal, de la monarchie absolue, et donc de l'autorité de l'État, c'est très clair. Hein, c'est le point commun. Et c'est si vrai que de l'autre côté de la Manche, donc chez nous, Henri IV, c'est quand même frappant de voir qu'Henri IV, ancien protestant, accepte les jésuites dans le royaume malgré tout. C'est une puissance avec laquelle il faut compter, c'est énorme. Hein. Parce qu'ils vont former l'élite sociale de l'époque par les collèges, ils en ont besoin, il faut refaire la France aussi. Mais on dit attention, la doctrine de Bellarmin peut être interdite. Hein, et c'est le général jésuite Aquaviva qui d'ailleurs lui-même la fera interdire. Vous n'enseignez plus, pour arranger les choses, vous n'enseignez plus cette doctrine, qui était condamnée bien sûr par les parlementaires gallicans, c'est évident. Hein. Et le roi, bien sûr, vous êtes en France, et ils seront même confesseurs du roi. Il y a une blague d'ailleurs qui circule à l'époque, parce qu'il y avait un jésuite qui s'appelait le père Coton, et les mauvais hommes disaient Henri IV a du coton dans les oreilles. Mais donc, il a des. Donc voilà, il avait un confesseur, les jésuites entrent en scène, mais ne nous parlez plus, ça c'est le deal, c'est le modus vivendi, hors de question, il faut renoncer à ça. Alors, oui, gallicanisme à l'anglaise, pour venir à l'Angleterre,
Mais pour élargir la remarque que tu fais, on voit bien l'européanisation du phénomène gallican, on voit bien, c'est plus que simplement une affaire, c'est une affaire française, que le mot est français, mais en fait, ça devient un peu métaphoriquement, je dirais, une affaire qui est propre à tous les États qui veulent exister comme États. Hein, c'est au fond une manière de dire, de nommer l'anti-romanisme. Soit sur un mode schismatique, soit sur un mode où on reste encore en union avec Rome, mais il y a au fond à l'arrière-plan de tout ça un anti-romanisme qui est commun à tous les... Donc la République de Venise, la Sérénissime, c'est pareil. Tu évoquais l'Autriche, ce sera le cas que je sais vite, ce qu'on appelle la doctrine de Fébronius au XVIIIe siècle. C'est un gallicanisme chaque fois à l'autrichienne ou à la vénitienne. Mais ce sont des variantes dont le point commun est de dire mais nous restons dans le monde catholique, excepté quand même l'Angleterre, encore qu'on voit bien qu'elle a des difficultés avec son calvinisme, mais chez nous sommes aux couleurs du royaume. C'est ça, l'idée qui est commune à tous, hein, et qui va arriver, que le siècle des Lumières va encore plus déployer, bon, c'est pas le cas de l'Autriche, mais jusqu'à la Révolution française. Alors justement, et on va terminer là-dessus, il faut que nous parlions un petit peu de la constitution civile du clergé. Qu'est-ce qu'il y a de gallican dans la constitution civile du clergé? Alors, c'est un gallicanisme radical, donc c'est plus le gallicanisme officiel, par rapport auquel les Jarichets étaient dissidents. C'est plus le gallicanisme de la monarchie absolue, autrement dit. C'est un gallicanisme, et même matiné de jansénisme, je crois. Enfin, là, je ne sais pas ce que dirait Catherine là-dessus, mais en principe, à Bérigouard, il y avait un fond janséniste aussi. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est tout, au fond, l'erreur, ça c'est l'erreur comme de Louis XIV, c'est sûr qu'il a créé des foyers d'opposition, il a rendu un très mauvais service à Louis XVI. Encore que Louis XVI a eu cette intelligence, quand même, par l'édit de Versailles, de rétablir un ordre protestant. 2 ans avant la déclaration de 89, hein, et les Juifs. L'édit de Versailles de 1787 donne un statut nouveau aux protestants et aux Juifs. Ça, on le doit quand même déjà à Louis XVI. Ce n'est qu'une tolérance, mais quand même, c'est mieux que rien. Hein, il ouvre un peu la voie quand même. Alors, mais bien sûr, il reste dans un schéma qu'on qualifiera bien sûr d'Ancien Régime, mais ça reste, c'est quand même présent. Alors, la constitution civile du clergé, on voit bien que c'est le problème de la Révolution française dès son début, dès son commencement, c'est qu'elle veut à la fois, la Révolution est engagée, les États généraux sont supprimés, remplacés par une Assemblée nationale constituante, donc une représentation par tête et non plus par ordre. C'est le système représentatif au fond donc moderne. Et puis, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui l'illustre parfaitement. Mais en même temps, ils ont conscience, mais dans la ligne de toutes les philosophies politiques depuis le XVIIe siècle, depuis Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, c'est qu'on ne peut pas se passer d'une religion commune, une religion civile, si on prend Rousseau. C'est à la fois, il y a 2 choses presque contradictoires. Il y a les articles 10 et 11 de la Déclaration de 89 qui dit tout individu est libre de piner comme il veut, y compris dans le domaine religieux, article 10. Donc liberté de conscience, c'est plus simplement de la tolérance, liberté de conscience. Et en même temps, on a besoin quand même d'un commun. On a besoin d'une religion de la nation nouvelle. Et comme une religion, ça ne se décrète pas, on va aller la chercher dans le gallicanisme. C'est le gallicanisme qui sert. Et l'abbé Grégoire, lui, va là-dedans, parce que je pense que l'illusion, à mon avis, de ce comité qui a créé la CCC, la Constitution civile du clergé, c'est de penser qu'au fond, la Révolution permet de renouer avec l'Évangile, les libertés primitives, etc. Oh, les libertés de l'Église gallicane, tout ce qui était promis au fond de la Révolution nous reconduit. C'est le modèle ancien encore de la Révolution. Hein, faire une révolution, c'est rétablir ce qui était avant. Hein, 100 ans avant, les Anglais, quand ils ont leur glorieuse révolution, c'est rétablir ce qu'aurait dû toujours être la monarchie anglaise. C'est-à-dire pas cette horreur des Stuarts.
C'est pas inventer quelque chose de nouveau, non, c'est rétablir ce qui était. Et au fond, ce courant de l'abbé Grégoire, c'est ça qu'ils ont à l'esprit. Hein, c'est de rétablir, au fond, c'est l'occasion historique de rétablir ce que nous avons perdu. On en revient toujours à cette idée, au fond. Et donc, élection du clergé, etc., etc. Le problème, c'est que les idéaux révolutionnaires, en matière de démocratie, n'ont pas grand rapport avec une démocratie ecclésiastique. Et ça se vérifie puisqu'il est prévu que le clergé devait être élu par tous les citoyens. Autrement dit, même les juifs et les protestants pouvaient élire les évêques, si vous voulez. Alors, ça fait même pas de laïcité, c'est une ingérence complète. Alors évidemment, le pape Pie VI, à l'époque, va promulguer son fameux bref Quod aliquantum, en s'opposant, c'est un schisme, parce qu'il était même prévu qu'il n'avait même pas besoin de demander l'autorisation, la confirmation du pape. L'institution canonique des évêques était le pur fruit de l'élection. Donc c'est un principe moderne électif sans confirmation. Bon, ça ne pouvait pas marcher. Ça va générer le courant des réfractaires, des divisions en permanence, le serment de fidélité à l'égard ensuite de la République, le serment de liberté, égalité, etc. Enfin, c'est une église qui est complètement à la merci de la mouvance révolutionnaire. Donc ça ne pouvait pas marcher. Hein, ça ne pouvait pas marcher. Bon, il y a l'intermède robespierriste avec le culte de l'être suprême, on passe là-dessus, et on en revient finalement avec Bonaparte, le Concordat. Hein, on en revient avec, si à un moment donné, en 1795, il y a une première expérience de séparation de l'Église et de l'État, et l'abbé Grégoire qui crée son Église constitutionnelle de façon indépendante par un concile en 1797. Mais le pauvre, il sera absorbé par la logique concordataire et donc étatique. On en revient toujours à la même chose. Étatique. C'est l'État qui dirige. C'est fait. Tout se passe par le haut. C'est l'État qui règle le problème avec la papauté. Ça se passe comme le Concordat de 1516, le Concordat de 1801, ça se règle au niveau des têtes. Le pauvre abbé Grégoire, avec son vieux gallicanisme ecclésiastique, ses libertés, machin, tout ça, c'est terminé. Il est absorbé dans le... C'est une très belle figure, par ailleurs, hein, l'abbé Grégoire. Mais il est dépassé par... voilà. Mais là, on entre à ce moment-là, quand même, à partir de 1790, hein, puisque c'est l'année de création de la Constitution civile du clergé, on est quand même... On voit bien... Là, il y a un schisme, pour le coup, ce que refusait l'Église gallicane. C'est-à-dire qu'on entre véritablement dans un néo-gallicanisme, quand même. En fait, c'est la fin. C'est la fin de l'aventure gallicane. Quoi. C'est la fin, et puis ensuite, il y aura des restes. Il y aura toujours des restes. Et même, on pourrait même dire que la laïcité française, c'est un peu un gallicanisme républicain. Moi, j'ai tendance à le penser. C'est au fond l'équivalent, c'est à la République ce qu'était le gallicanisme à la monarchie. C'est son principe spirituel, quoi. C'est sa religion civile, même si le mot n'existe pas. Ça, c'est trop américain, ça n'existe pas. Mais c'est un peu du Rousseau sans le dire. Hein, quand il parle de religion civile, c'est quand même notre référence éthique, spirituelle, on voit bien, on voit de nos jours encore, on voit bien, la laïcité, c'est le mot magique, quoi. C'est un héritage typiquement français. J'ai donné une conférence vendredi dernier à Reims sur la figure du citoyen croyant, en présence de Monseigneur Éric de Boulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France, le maire de Reims et son maire adjoint, le député, et la présidente du Grand Reims, qui est tout autre que Madame Vautrin, qui devait être d'ailleurs, comme vous le savez, Premier ministre. Oui. Et qui était là, sympathique d'ailleurs. Et j'ai donné une conférence. C'était une table ronde après. Moi j'ai lancé la conférence. Et Moulin-Beaufort est venu me voir après et il m'a dit bon, est-ce qu'il y a une spécificité de la laïcité française? J'ai dit oui, si, quand même, pour une part. Cela dit, vous savez, il n'y a pas un régime qui ne soit pas un régime d'exception. Regardez l'Angleterre, ils ont toujours une église établie
Et pourtant, la liberté de conscience existe, c'est un pays libéral. Ne me dites pas que c'est pas, qu'on ne dise pas, oui, c'est vrai, vous avez raison, ça arrive. Quand on parle de l'exception française, vous savez, l'Angleterre est une exception, l'Allemagne, avec son impôt ecclésiastique, qui d'ailleurs, de moins en moins d'Allemands, il y a des départs d'église de plus en plus nombreux, c'est à sa façon une exception. Il y a plein d'exceptions. Alors, mais parce qu'on voit bien que chaque régime juridique correspond à une histoire. Ça correspond à une histoire, tout simplement. Et je pense que derrière, il y a un inconscient monarchique gallican français dans la République de ce point de vue-là. Nous terminerons sur ces mots avant de laisser les questions être posées à toi. D'accord. À Marie d'ailleurs. Je vous en prie. On a assisté à travers cet exposé à des rapports de force ou d'alliance entre des pouvoirs politiques et un pouvoir ecclésiastique. Oui. Mais la théologie là-dedans, quelle est l'influence sur la théologie? Sur ce qu'on croit véritablement ou qu'on ne croit pas? Ah, ça, au plan de la foi, voilà. Là, tu poses la question sur le terrain de la foi, il n'y a aucun rapport. La foi est la même. La foi d'un gallican et la foi d'un ultramontain, comme on dirait au XIXe siècle, est la même. Au plan de la foi au sens strict, il n'y a aucune différence. En revanche... Par exemple, l'anglicanisme, il y a un schisme, effectivement. Ah là, oui. Il y a un schisme, et sur le plan théologique, il y a quand même des différences. Ah là, oui. Il y a des points communs avec le catholicisme, mais il y a quand même des différences. Oui, on sent quand même l'influence du calvinisme. Oui, non, je suis d'accord. Alors, sauf que c'est un catéchisme très modéré et qui attache de l'importance aussi au père de l'Église. Jamais les anglicans, à partir d'Élisabeth, n'adhéreront à l'idée d'un pur sola scriptura. Il y a le contact avec les pères de l'Église est maintenu. C'est pas un calvinisme strict, mais c'est vrai que là c'est plus clair qu'il y a une inflexion, c'est sûr. Mais donc c'est attention. Mais dans l'Église gallicane française, oui, rien n'est changé au plan de la foi. En fait, la question que tu poses au plan théologique, elle est réelle quand même. Mais elle porte sur la conception de l'Église. C'est une question théologique, ça. Donc, il y a quand même une dimension théologique. Mais elle ne porte pas sur les contenus de la foi. Elle porte sur l'idée que l'on se fait de l'Église. Et là, il y a un véritable enjeu de théologie de l'Église, c'est clair. Entre une théologie qui se voudrait de l'Église pure, d'entrée de jeu universelle, et ça donne la romanité, contre laquelle ont réagi tous les réformateurs protestants, et même les gallicans à leur façon, les anglicans, ou alors une universalité de l'Église, mais qui procède des communautés locales ou nationales. Là, il y a un vrai débat ecclésiologique. Et qui reste une grande actualité. Le Vatican II l'a repris à son compte, qui reste une grande actualité. Quand on parle de la collégialité épiscopale de nos jours, ou des synodes, on l'a vu récemment, on voit bien que cette question, elle a rebondi sur un mode très différent, où le politique n'est pas lié en tant que tel. Parce que là, on voit bien qu'on est en chrétienté, donc forcément, le politique et le religieux sont toujours très mêlés. D'où ta question. Mais là-dedans, il y a de la théologie, il y a une vision de l'Église qui est derrière. Et des visions de l'Église qui s'affrontent. Là, on est vraiment sur un terrain théologique. Oui, d'ailleurs, à plusieurs reprises, tu as évoqué le fait de revenir, c'était un argument, de revenir à l'Église primitive. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'on sait précisément de l'Église primitive? Déjà, c'est sujet à caution. Et en plus, l'Église primitive, elle était dans une situation complètement différente. Absolument. Elle était totalement minoritaire pendant longtemps. Et elle avait un rapport avec le pouvoir qui était complètement... Ah oui, absolument. Il n'y a pas de point commun. Oui. C'est un peu une illusion de dire qu'on veut revenir à l'Église primitive. Il y a une part d'illusion. C'est sûr. Il y a le primitivisme protestant est pour une part illusoire, c'est vrai. C'est vrai, la situation n'est pas la même. Il y a une vérité, c'est vrai qu'il y a eu des dérives, mais il y a une part d'illusion aussi, je suis d'accord, ouais. C'est sûr. D'illusion ou de reconstruction du primitif. Unique. Une reconstruction
a posteriori de ce qu'était l'Église au temps primitif. Oui, absolument. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, absolument.